Je vais laisser la parole à Madame Marie Peset. Merci beaucoup de nous rejoindre, qui est docteur en psychologie, ancien expert judiciaire, responsable du réseau Souffrance et Travail. Vous allez retrouver justement ce lien sur le site Souffrance et Travail, sur le petit chat et aussi dans l'espace de valorisation du CAPSI. Merci et c'est à vous, Madame Peset. Vous allez nous présenter justement excusez-moi, les outils cliniques, juridiques et médico-administratifs nécessaires à la prise en charge d'un patient en souffrance au travail. Je suis là. Je vous prie de Merci. m'excuser. Voilà, il faut juste que je partage mon écran parce que j'ai un petit diaporama qui sera peut-être plus pratique étant donné la quantité de documents et de choses que j'ai à vous dire. Voilà. Je vais être terriblement pragmatique et peut-être ennuyeuse, mais m'occupant de souffrance au travail depuis maintenant tristement 40 ans, j'ai vu la situation sur le terrain s'aggraver et puis au fil des lois qui ont été terriblement changées, on voit aussi à quel point les outils médico-administratifs dont se servent d'ailleurs les médecins et puis nos extraordinaires médecins conseils dont on va voir qu'ils ont inventé des solutions absolument extraordinaires, avec tous ces outils sont à changer en permanence parce que les différentes ordonnances, El Khomri, Macron, ont bouleversé les outils que nous avions construits. Alors, je tiens à rappeler avant de commencer que il y a au fond deux camps qui s'affrontent dans la prise en charge des patients dits en souffrance au travail, puisque c'est le terme qui a été retenu en France, contrairement au stress qui est utilisé partout ailleurs en Europe. Il y a le camp, on va dire, de ceux qui naturalisent la problématique, c'est-à-dire qui attribuent à la nature psychique des pervers narcissiques qui auraient proliféré partout, et des pauvres salariés fragiles qui, de surcroît, s'ils ont déjà vécu des choses terribles dans l'enfance, vont être des proies pour les prédateurs en présence. Et donc, ce camp-là, vous vous en doutez, s'appuie sur les connaissances tout à fait classiques en psychanalyse, en psychiatrie, qui sont les nôtres, puisque nous nous sommes formés à ces théories. Simplement, ils peuvent être dangereux parce que c'est compliqué de dire à une caissière qui visse, voilà, qui fait passer 1 tonne par heure de différents produits devant son scanner que son Oedipe y est pour quelque chose. C'est un peu compliqué de dire à toutes les jeunes femmes en France qui sont payées 30% de moins que leurs homologues masculins que c'est leur masochisme féminin qui est en jeu. De la même manière que dire à la personne harcelée qui ne quitte pas son poste, c'est pas tout à fait normal que vous supportiez ça depuis 2 ans, alors que si vous démissionnez, vous perdez vos droits. Ça oblige chacun d'entre nous, avec sa formation disciplinaire de départ, psychiatre, médecin, psychanalyste, psychothérapeute, il y a beaucoup de théories en présence, de faire bouger un peu son curseur intérieur vers d'autres disciplines, la sociologie, l'ergonomie, la médecine du travail et surtout le droit, parce que le raisonnement du psychiatre, par exemple en face des suicides liés au travail, c'est oui, bien sûr que la structure psychique individuelle y est pour quelque chose. Et je suis bien d'accord. Sauf que ce n'est pas le raisonnement du magistrat. On va le voir, si le suicide a eu lieu sur le lieu du travail, ben c'est un accident du travail. Et donc, si vous continuez, quand vous prenez un patient en souffrance au travail, à raisonner uniquement dans votre champ disciplinaire, sans vouloir un tout petit peu regarder comment ça pense ailleurs, vous exercez ce que Françoise Sironi, qui est docteur en psychologie et qui a écrit Psychopathologie des violences collectives, vous exercez ce qu'elle appelle très joliment une maltraitance théorique, parce que vous imposez à l'autre la théorie qui est la vôtre, à laquelle vous tenez beaucoup. Vous allez aller, si le salarié ne s'entend pas avec son manager, aviez-vous des problèmes quand vous étiez enfant avec l'autorité de votre père, vous voyez? Et c'est pas que ces questions-là ne doivent pas être posées à un moment donné,
mais pas la première fois. Voilà. Et donc, je voudrais insister aujourd'hui sur véritablement ce qu'il faut faire à la première consultation pour sécuriser ce salarié qui hésite à s'arrêter parce qu'il a peur de perdre son poste, qui a peur aussi d'être licencié s'il est arrêté trop longtemps, bref, qui a peur de la précarité qui l'attend. Et j'ai tellement travaillé dans une unité de la main douloureuse chronique qu'on peut faire le parallèle avec la douleur chronique. Vous pouvez donner à un patient douloureux chronique tous les médicaments du monde. Si vous ne traitez pas sa précarité financière, vos antidépresseurs, vos antiépileptiques, vos morphiniques ne marcheront pas aussi bien sur sa douleur. Donc, c'est ça dont il faut s'occuper. Et pour s'occuper de ça, il faut avoir une théorie du travail. Et donc, c'est vrai, je ne le cache pas, j'appartiens au deuxième camp, le camp qui pense qu'en plus de la structure psychique individuelle et du fait qu'on ne choisit pas son métier par hasard, on le sait bien quand on est soignant, qu'on ne devient pas soignant parce qu'on a eu une enfance idyllique et heureuse, mais c'est valable pour beaucoup d'autres métiers. Voilà, c'est important de se souvenir que si on n'a pas de théorie du travail, de ce que ça fait de travailler dans certaines conditions, que ces organisations du travail se sont beaucoup modifiées depuis 30 ans, qu'elles sont extraordinairement intelligentes, si ce n'est machiavéliques, et sans théorie du complot, tout le monde sait où elles sont élaborées, dans les 4 grands cabinets américains que tout le monde connaît, KPMG, Capgemini et les 2 autres. Voilà. Et que donc, si on n'a pas ces connaissances, et si on n'a pas de surcroît les chiffres du gouvernement qui existent sur la souffrance au travail, qui sont les chiffres de l'enquête Sumer, eh bien, on est dans des stéréotypes à l'œuvre, et c'est avec ça qu'on prend son patient en charge. C'est pourquoi vous voyez écrit sur cette première diapositive qu'on est bien face à un syndrome de désadaptation de chacun d'entre nous, malheureusement, à des organisations du travail qui sont devenues redoutablement pathogènes, à une accélération de nos fonctionnements neurophysiologiques qui sont frénétiques, dont nous souffrons et la planète aussi, et que de surcroît nous baignons, il n'y a pas d'autre mot, dans une soupe médiatico-sociale où les intitulés anglo-saxons sont très à la mode, alors qu'on a en France, heureusement, une sémiologie et des théories psychologiques et psychiatriques remarquables. Et donc, on est inondé de terminologies comme burn-out, bore-out, burn-out et autres syndromes de l'imposteur. À la limite, chaque salarié a son syndrome et je pense que ce n'est pas avec ça qu'on va les aider. Il y a de vrais tableaux cliniques liés au travail qui sont méconnus au profit de ces intitulés beaucoup plus sexy, venus d'ailleurs, et dont en plus, parce qu'on est quand même dans un système où c'est la sécurité sociale qui va gérer les arrêts maladie, dont en plus la sécurité sociale se moque complètement, elle ne les reconnaît pas, ces fameux tableaux venus d'ailleurs. Et donc, vous rajoutez un intervenant supplémentaire à tous ceux que je viens déjà de lister, qui est que nous présentons tous ces patients à des médecins conseils qui établissent des tableaux de maladies professionnelles et il n'y a pas de tableau de maladies psychiques. Mais vous allez voir, il y a des possibilités. En fait, hors tableau, un médecin conseil ne reconnaîtra que le trouble anxieux généralisé, la dépression, qui devient un concept valise où on peut tout ranger, mais ce n'est pas grave, et le syndrome de stress post-traumatique qui vient de l'époque où le salarié qui avait eu un pistolet sur la tempe dans une banque présentait un PTSD. Il se trouve que ce syndrome de stress post-traumatique est, dans la littérature internationale, le tableau princeps du harcèlement moral. Donc, vous voyez que déjà là, il faut commencer à faire bouger nos classifications internes que nous avons si durement engrammées dans nos mémoires universitaires pour s'intéresser à ce que j'appelle moi l'anatomie administrative, c'est-à-dire des diagnostics qui sont des diagnostics plutôt administratifs. Alors, est-ce que je vais arriver à faire bouger mon diaporama? Peut-être en déplaçant ceci. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas bouger? Nous voilà bien. Tiens. Premier, alors ça, c'est la définition par essence du travail réel. Ça y est, voilà. En
psychopathologie du travail, on définit des familles de pathologies. Les pathologies de surcharge, ça ne va étonner absolument personne, et les pathologies de la solitude, ça peut davantage vous interroger. Du côté des décompensations psychiques par surcharge, on va commencer par le stress. Alors vous allez me dire, oui, mais alors, si à peine stressé, il faut déjà qu'on s'occupe de soi, ben oui, il vaudrait mieux, parce que si on ne s'occupe pas de ce début de stress souvent très physiologique, et ben le reste va suivre. Si on pouvait faire là un sondage avec les gens qui écoutent, qui d'entre vous n'a pas de problème de mémoire ou de concentration, on serait très étonné parce que personne ne lèverait la main, tout le monde en a. Et on est tellement envahi et submergé qu'on ne fait rien. Voilà. Toujours dans ces pathologies dites de surcharge, vous allez trouver ce truc étrange qui s'appelle l'ESA, l'état de stress aigu, sur lequel je vais passer un petit peu de temps, parce que l'histoire de ces pathologies est intéressante. En 2011, les médecins conseils de la sécurité sociale, qui voient que le coût des pathologies liées au travail pèse sur la solidarité nationale et sur les maladies ordinaires plutôt que sur la caisse AT-MP, s'énervent parce qu'eux aussi trouvent que ça n'est pas normal et que les employeurs devraient s'y coller un peu, et vont de toutes pièces créer cet extraordinaire diagnostic administratif qui est un peu issu de l'état de stress post-traumatique, qui est l'état de stress aigu. Et l'état de stress aigu, c'est quoi? C'est les pétages de plomb. C'est la secrétaire qui sort d'un entretien un peu dur et qui va pleurer dans le couloir ou faire un malaise. C'est le salarié qu'on vient d'humilier dans une réunion qui fait une poussée d'hypertension ou qui part dans son bureau pour se pendre. C'est l'infirmière énervée à l'hôpital qui va renverser son chariot de pansement. Je n'ai pas d'autre expression qui soit plus exacte que le pétage de plomb. Eh bien ça, c'est un état de stress aigu et ça peut être déclaré en accident du travail. Et donc, vous voyez que tout de suite, l'imputabilité à l'entreprise va devenir possible. Et on va voir plus loin pourquoi ça peut être déclaré en accident du travail. Eh bien, non pas parce que c'est médical. Tous les médecins, les psys qui écoutent là vont me dire il n'y a rien de médical dans tout ça. Non, ça n'est que de la jurisprudence. Un accident du travail, c'est un événement sur le lieu du travail, ponctuel, comme tomber dans un escalier, et c'est la fracture de jambe qui en découle. Eh bien, pour les lésions psychiques, c'est la même chose. Vous avez une humiliation publique devant témoins, un malaise, une poussée d'hypertension, une hypotension, encore une fois un malaise émotionnel. Cette imputabilité fait que ce malaise peut être déclaré en accident du travail. Qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup de choses. Vous êtes beaucoup mieux indemnisé quand vous êtes bien évidemment déclaré en accident du travail. Je le rappelle, l'employeur ne peut pas vous licencier quand vous êtes en accident du travail, alors qu'il peut quand vous êtes en maladie. Et c'est bien pour ça que la plupart des patients qui sont en souffrance au travail ne veulent pas s'arrêter parce qu'ils ont peur. Quand vous êtes aussi arrêté en accident du travail, bien du coup, il y aura une visite de reprise et le médecin du travail viendra peut-être un peu voir les conditions de travail. La sécurité sociale, avec la CARSAT, peut envoyer ses ingénieurs dans l'entreprise pour modifier les conditions de travail. Et puis, si tout ça se termine par votre sortie de l'entreprise, cela double vos indemnités de licenciement. Et puis, surtout, c'est pour vous qui savez profondément que ce pétage de plomb, ce malaise, vient de ce que vous avez subi. C'est la première reconnaissance qui évite de trop pénaliser, de trop judiciariser les histoires de souffrance au travail, surtout avec les délais actuels. On sait qu'à Paris, les prud'hommes, la première audience est dans 3 ans. Vous avez le temps de vous dessécher sur place avec votre problématique de souffrance au travail. Donc, cette histoire d'ESA, il faut vraiment que vous aillez la potasser sur le site Souffrance et Travail, dans les infos essentielles, tout est décrit. Vous avez le burn-out aussi qui est mis à toutes les sauces. Et puis, les effondrements anxio-dépressifs, c'est une terminologie courante qui ne me dérange pas. Mais ce sont celles qui sont issues du harcèlement qui est devenu
on le sait depuis le télécom, quasiment une manière de manager les équipes, hein, un harcèlement dit institutionnel, qui produit cet état de stress post-traumatique, mais qui produit aussi les passages à l'acte suicidaire, parce que comment je sors de ça? Mes collègues ne m'appuient pas, je ne sais pas vers qui me tourner, mes managers, quand je fais remonter mes difficultés, ne bougent pas. Je pense que je n'ai pas les moyens d'aller voir un avocat, ce qui n'est pas vrai. Et donc, tristement, la sortie par le suicide peut devenir un moyen de libération. Et je tiens à le rappeler, un policier se tue tous les 2 jours, un soignant se tue tous les 3 jours. Je rappelle aussi les morts par accident cardiovasculaire. Une magistrate est morte en audience il n'y a pas très longtemps. Voilà, il y a suffisamment de dégâts de ce côté-là pour qu'on se penche un peu sur véritablement ces types de décompensation. Et puis, vous avez là encore, et c'est pour ça qu'il faut une vraie psychopathologie du travail, toutes ces violences. Quand vous n'êtes pas bien au travail, vous allez être violent contre l'usager, vous allez être violent entre vos collègues, vous allez abîmer l'outil de travail. L'encadrement va lui-même radicaliser ses manières de vous diriger. Et donc, bien évidemment, la situation s'aggrave quasi mécaniquement. Et puis, n'oublions pas les décompensations somatiques. Moi, je voudrais faire un focus sur les infarctus chez les femmes, parce que je suis très étonnée. Au Japon et aux États-Unis, les cardiologues, parce qu'il n'y a pas de médecins du travail, font des cohortes cliniques sur les critères venus des infarctus. Et comme par hasard, sur des critères 5 minutes avant l'épisode électrique, une nouvelle demande de l'organisation du travail. Et on voit qu'en France, les cardiologues et du travail, 45% d'augmentation des infarctus chez les femmes en France. Et on continue à ne mettre en avant que les deux critères. Les femmes se mettent à boire et à fumer comme les hommes. Mais non, les femmes ont des journées qui sont doubles et les femmes ont surtout à subir une organisation du travail qui, en France, est basée sur du présentéisme, contrairement aux autres pays. Mes enfants qui vivent au Canada ou en Hollande s'arrêtent tous à 17 heures. Les médecins s'arrêtent à 17 heures parce qu'il y a une vie après le travail. En France, si une femme part à 18h30, vous savez tout ce qu'on va lui dire. Tu prends ton après-midi aujourd'hui? 45% d'augmentation des infarctus chez les femmes. Donc, je tiens à souligner ce point-là parce qu'il faut que les femmes sachent que ce présentéisme à la française est très viril et très basé sur… il faut encore démontrer son engagement vis-à-vis de l'entreprise en étant là très tard, alors que dans d'autres pays, c'est un point négatif. Voilà. Alors, la souffrance au travail, vous voyez à quel point, si vous ne possédez pas toutes ces données cliniques, toutes ces données juridiques, toutes ces données organisationnelles, va être un truc protéiforme qui va établir le diagnostic s'il n'est pas formé, qui va de l'extérieur imaginer que ça peut être dû au travail. Et pourtant, nous savons tous que dans le monde du travail, il se passe de drôles de choses. Que de nos jours, celui qui a réussi n'est pas comme autrefois le plus diplômé, ou celui qui a les skills, comme on dit, les plus performantes, mais celui qui est le plus rapide, que par ailleurs, nous sommes submergés par des procédures de plus en plus complexes, de plus en plus numériques. La preuve, regardez comment ont lieu la plupart des colloques, c'est une bonne chose. Mais c'est aussi une charge cognitive. Et puis, se rajoute à tout ce contexte le fait que nous sommes dans un pays où on nous enjoint, c'est une injonction, à être toujours au top, toujours performant, et où la notion de fatigue est perçue comme une insuffisance personnelle, comme un signe de faiblesse, alors que c'est par essence le symptôme qu'il faut écouter, car nous sommes des êtres humains profondément vulnérables. Alors,
Qu'est-ce qui fait le terreau de toute cette souffrance au travail actuellement? Quand on écoute les inspecteurs du travail, qui chaque année font la liste des caractéristiques organisationnelles en France, on voit que partout, en 2022, on a procéduralisé, et surtout après la pandémie et le télétravail, à outrance le travail, ce qui va asphyxier le travailleur sous des tâches de traçabilité et de reporting, très coûteuses sur le plan neuropsychologique. Qu'on travaille tous de façon très séquencée, sans vision du produit fini, avec une perte du sens du travail. Qu'on travaille tous, à cause de ces éléments, à la limite du mal faire, quand ce n'est pas de l'illégalité. À l'hôpital, quand vous n'avez pas les effectifs, pas le temps, vous ne faites pas des soins de bonne qualité, et vous le savez. Et là, on voit comment les règles de métier, c'est-à-dire les règles déontiques qu'on nous a enseignées dans nos formations, viennent se heurter aux injonctions de l'organisation du travail, qui sont des injonctions productivistes, bien évidemment. Et puis, donner trop de travail aux travailleurs, ce qui est le cas de figure le plus fréquent, le place dans une hyperactivité compulsive qui devient quasiment comme toute autre drogue, impossible à arrêter parce que c'est un mécanisme quasi physiologique. Alors, quand on regarde ce qui se passe, vous voyez, partout en France, dans tous les secteurs, la charge de travail a augmenté. Partout, vous êtes évalué de manière individuelle. Partout, il y a le pilotage par l'aval. Et je vais l'expliquer très simplement, puisqu'il nous contamine en tant que consommateur. C'est vous qui allez à la poste et qui, sur les automates, pesez vos paquets. C'est vous qui allez faire vos courses et qui allez sur des caisses et des automates. C'est-à-dire que ce système économique a réussi l'exploit de faire faire aux consommateurs le travail de tous les salariés licenciés dans les entreprises. Et ce sont des mécanismes importants à comprendre parce que quand vous recevez un patient en souffrance au travail, si vous ne lui donnez pas les billes pour qu'il déconstruise ce qui lui arrive, il va se sentir coupable. C'est banal, l'être humain est très judéo-chrétien, il est coupable par nature et par essence. Un enfant de 5 ans dont les parents divorcent sont responsables du divorce de ses parents. Et donc le salarié, il arrive en disant « c'est moi, je ne suis pas à la hauteur, je ne travaille pas assez vite, je ne suis pas bon. Les autres, ils ont l'air de s'en sortir. » Mais non, mais non. Quand on reprend avec lui précisément son travail et qu'on lui montre qu'il a dû abandonner les critères de qualité parce que la hiérarchie lui a dit de faire plus vite, qu'on le noie sous les procédures, que l'informatisation, au lieu de l'aider, est devenue un obstacle supplémentaire, et puis qu'on réorganise le travail, faute de pouvoir embaucher, et qu'on lui explique que quand on réorganise le travail tout le temps, ces mémoires procédurales, là je vais être dans la neuropsychologie, les mémoires du travail, qu'on peut évaluer grâce aux bilans cognitifs qui sont ceux qu'on utilise pour les états d'Alzheimer ou pour les tumeurs au cerveau, ces mémoires du travail, ces mémoires procédurales, il faut les mettre tous les jours. Et donc, ça nous transforme en novices permanents, obligés de réapprendre à travailler avec la nouvelle procédure. Et quand vous réapprenez une procédure, vous n'êtes pas bon, vous êtes plus lent. Et au lieu d'analyser que c'est une technique managériale, vous vous accusez vous-même de ne pas être capable de vous adapter. J'espère que vous commencez à comprendre avec ces éléments à quel point prendre en charge quelqu'un qui est en souffrance au travail nécessite de se décentrer des analyses intrapsychiques traditionnelles pour introduire ces éléments systémiques, organisationnels. Par exemple, dans le milieu de soins, on voit bien ce qu'a donné la réforme de la tarification à l'acte. On produit des soins au lieu de les prodiguer. On voit bien comment ça a eu un impact sur les pratiques cliniques des soignants. On voit bien comment il faut faire sortir la prothèse de hanche le soir même, alors qu'on ne va pas dormir de la nuit parce qu'on se demande si, en tombant du lit, elle ne va pas malheureusement la luxer, sa nouvelle prothèse. Les sorties très courtes. Moi, je me souviens hospitalisée à la Pitié-Salpêtrière il y a une dizaine d'années pour une intervention de neurochir merveilleusement réussie, d'avoir vu le chirurgien, je vous assure, se mettre à genoux devant le lit
de la patiente qui était hospitalisée à côté de moi parce qu'elle ne voulait pas sortir, la suppliant parce qu'elle allait faire sauter la prime du service. Moi qui ai travaillé 40 ans à l'hôpital, une scène pareille, je n'y ai jamais assisté. Hein. Alors, pour donner quand même des billes pragmatiques, parce qu'après tout, c'est ce que je crois être, hein. Comme dit Maître Rachel Saada, qui s'occupe beaucoup de ces dossiers, il faut descendre dans la soute. Hein. Je voudrais que les gens qui nous écoutent soient attentifs à ces 3 symptômes. Quand vous commencez à avoir une fatigue dont vous ne vous délestez plus en dormant et en vous reposant, qu'avoir fait la sieste tout le week-end fait que le lundi, vous êtes toujours aussi mal. Quand vous n'avez plus aucun plaisir à exercer le métier que vous aimiez tant, et quand vous êtes obligé d'avaler des trucs, légaux ou illégaux pour tenir, là, il faut venir nous voir. Je ne vais pas vous montrer le questionnaire que nous avons bâti sur le burn-out, il est sur le site, vous irez vous le passer et puis vous en servirez peut-être pour des patients, il est très, très utile, très bien fait, il fonctionne très bien. Donc, je passe rapidement pour arriver au point que je crois le plus important. Comment est-ce qu'on dit à quelqu'un qui ne va pas bien et qui ne veut pas s'arrêter qu'il faut qu'il s'arrête? Eh bien, il faut y aller, il faut se mouiller, comme on dit. Je me fais du souci pour vous. C'est-à-dire des phrases que normalement, quand on est psy, on ne prononce pas. J'ai traversé une période où moi aussi, je ne m'écoutais pas, j'écoutais personne. Si vous voulez, je vous raconte ce que ça a donné. Et puis surtout, la phrase la plus importante, vous n'êtes plus seul. Parce que comme ce sont des pathologies de la solitude, les gens pensent qu'ils ne peuvent s'appuyer sur personne. Et quand vous leur dites, mais non, mais vous n'êtes plus seul, je suis là. Non seulement je suis là, mais il y a nos avocats, il y a nos neuropsychologues, il y a nos psychiatres. On va vous aider. Et puis, la phrase que je crois la plus importante, qui renvoie au prix Nobel qui a été donné aux 3 chimistes il y a 4 ans qui travaillaient sur les rythmes nictémériens, c'est-à-dire la manière dont le corps humain ne fonctionne qu'à la journée, hein, avec des alternances de sécrétions hormonales, de pauses. Votre vie n'a pas de prix. Quand vous serez tombé malade, l'entreprise va vous oublier et vous allez devoir vous occuper de vos enfants et continuer à subvenir à vos besoins avec votre hémiplégie, avec les séquelles de votre infarctus, avec votre burn-out, avec vos troubles cognitifs. Donc, c'est aussi important de dire ces phrases-là, qui sont des phrases que d'habitude, on ne prononce pas. Hein. Après, les facteurs de protection, mais ils sont connus. Xavier Bertrand, quand il était ministre du Travail, avait demandé à Michel Golac, l'économiste, d'élaborer les critères des risques psychosociaux. Il a fait un travail remarquable. Si on se servait de ces outils, tout irait bien partout. Mais comme toujours, la construction de l'ignorance fait qu'on ne parle pas des outils qui existent et qui marchent. Faire un travail de qualité dans lequel on peut se reconnaître, c'est protecteur. Vous pouvez rentrer chez vous claquer, et si vous dites « Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai bien bossé aujourd'hui, j'ai vu tous les patients, ils sont repartis, ils n'avaient plus de crise d'angoisse », votre fatigue a du sens. Si vous travaillez avec une équipe de collègues qui partagent les mêmes valeurs d'exécution du travail que vous, hein, il est là le sens du travail, c'est protecteur. Si vous travaillez avec une hiérarchie qui arbitre de manière équitable et qui va vous aider quand vous êtes en difficulté, c'est protecteur. Eh bien, si vous arrivez à me trouver une entreprise où ces facteurs protecteurs sont encore à l'heure, vous m'envoyez un mail sur le site, je veux bien la liste. Hein. Voilà. Et donc, il faut revenir à cette idée que travailler, ce n'est pas seulement produire. Comme dit très joliment Christophe Dejoux, c'est se produire soi-même. Hein. C'est vraiment en contrepartie de ce qu'on apporte à l'organisation du travail, obtenir une rétribution, pas qu'un salaire, mais la gratitude et la reconnaissance de ce qu'on a fait. Et il faut le redire, pendant la pandémie, nous avons tenu, tout ce pays a tenu, pas grâce aux traders, pas grâce au marché financier, grâce aux éboueurs qui ont ramassé les poubelles pleines de masques, grâce aux caissières qui nous ont donné à manger, et grâce aux soignants qui nous ont sauvés dans les hôpitaux. C'est-à-dire les petits métiers, hein, les soi-disant les derniers de cordée, les invisibles, ceux dont on ne parle jamais et puis qu'on n'a pas augmenté d'ailleurs après. Voilà, alors la fatigue, essayez de vous en souvenir, c'est
ça n'a qu'un but, conserver l'équilibre de la vie, nous permettre de vivre des intérêts sans toucher au capital. Voilà. Vous aurez le diaporama, il est en ligne sur le site, ça vous aidera. Donc, je vais passer sur tout ceci parce que je voudrais pouvoir répondre aux questions et revenir sur ce qui me paraît être l'obstacle le plus évident, la peur. Les salariés ont peur. Ils ont peur de perdre leur travail. Ils ont peur de dire qu'ils n'y arrivent pas. Ils ont peur de prendre un arrêt maladie parce que quand ils vont revenir, eh ben, le travail n'aura pas été fait. Ou on l'aura donné aux collègues qui vont leur en vouloir. Et la hiérarchie aussi va leur en vouloir. Ou va leur dire, mais c'est parce que tu ne sais pas t'organiser, tu ne sais pas hiérarchiser tes tâches. Voilà. Parce que ça va avoir des conséquences sur le bonus de fin d'année. Et c'est cette peur qu'il faut soigner. Et la peur, elle ne peut se soigner que par la connaissance de ses droits. Voilà. Et puis, par le fait qu'on va voir des cliniciens qui s'y connaissent un peu, qui savent s'occuper de tout ça, qui savent que la Sécu ne reconnaîtra que ces 3 maladies hors tableau et que donc il ne faut pas déclarer un burn-out, on déclare une dépression, c'est juste une étiquette, on s'en fout. Ce qui est important, c'est juste d'être en arrêt maladie et d'être accepté. Voilà. Qu'il faut surtout que le médecin n'écrive jamais sur un arrêt maladie un lien quelconque avec le travail. Il ne faut pas qu'il arrête quelqu'un pour harcèlement moral. Il va se retrouver devant le Conseil de l'ordre. Ni pour burn-out. Ça n'existe pas en France. Ce n'est pas reconnu. En 2019, je donne les chiffres, 30 000 accidents du travail pour lésions psychiques, 1400 reconnaissances de burn-out en maladie professionnelle. Les chiffres sont clairs. Vous voyez qu'il faut utiliser le système, mais pour cela, bien sûr, il faut le connaître. Et donc, si le médecin vous arrête pour état dépressif réactionnel, ça nous va. À nous, après, cliniciens spécialisés et avocats, de faire ce qu'il faut, c'est vraiment important. Voilà. Et donc, je le redis, parce que c'est ça le plus important. Si vous allez consulter votre médecin après une crise de nerfs sur le lieu de votre travail, une crise de larmes, une altercation avec un supérieur hiérarchique, bref, un événement ponctuel, brutal, vous entrez dans le cadre de la définition de l'accident du travail. Et votre médecin traitant peut faire un certificat initial pour ESA. Et je vous ai mis là tous les liens vers les outils qu'on vous fabrique, c'est-à-dire la lettre envoyée à l'employeur pour demander la reconnaissance de cet accident du travail, la lettre de contestation du refus de votre caisse de le reconnaître, qui n'est qu'une liste de jurisprudence, la brochure très bien faite pour les cliniciens qui explique comment on déclare une lésion psychique. Tous ces outils existent et les gens ne les connaissent pas. Voilà. Donc, c'est important, hein, vous voyez, de comprendre ça. Et même en télétravail à la maison, j'ai eu il n'y a pas longtemps une cadre qui assistait en visio à une réunion avec sa hiérarchie, qui s'est entendu traiter, je ne répéterai pas le mot, il n'est pas très poli, dans un aparté pas très bien maîtrisé par son N+1, qui a fait un malaise et qui s'est effondré au pied de l'ordinateur, chez elle. Et son mari était là. Il a appelé bien sûr un médecin, qui l'a déclaré en accident du travail au domicile. C'est un accident du travail en télétravail. C'est important, hein, voilà. Donc, le médecin du travail, pensez à aller le voir. Je sais que vous ne l'aimez pas, que vous avez peur qu'il parle à l'employeur. Il faut que tout soit écrit dans votre dossier médical du travail parce que grâce au docteur Kouchner qui a promulgué la loi Kouchner, vous pouvez récupérer ce dossier médical et nous, avec, on fait des merveilles. C'est important, voilà. Et puis, il faut que votre arrêt maladie ne soit pas pour vous la fin du monde. Grâce aux médecins conseils, là encore, qui ont fait des progrès extraordinaires, l'arrêt maladie devient un temps de coordination des soins. Vous pouvez, une fois que vous allez mieux, que le psychiatre, je ne le suis pas, donc je ne prescris pas, vous suit pour vous prescrire des médicaments. Une fois que la neuropsychologue a fait le bilan de votre état cognitif et découvert que vous n'êtes plus en état de penser correctement, une fois que vous allez mieux, au bout de 2-3 mois, grâce au médecin conseil, avec son autorisation, vous pouvez faire un bilan de compétences financé par votre CPF. Vous pouvez faire une petite formation, ce qui fait que vous allez arriver à la fin de votre arrêt maladie
fin prêt pour rebondir sur un autre poste. Et là, soit le médecin du travail vous met inapte à tout poste et vous êtes licencié, soit nos avocats entrent en ligne. Vous voyez l'armada de spécialistes qu'il faut désormais pour arriver à traiter ces pathologies. Et donc, si vous n'êtes pas formé, ce n'est pas pour rien que j'ai créé le certificat de psychopathologie du travail et là même un module médico-administratif supplémentaire qui est ouvert à tout le monde pour maîtriser ces savoir-faire qui sont barbants, ennuyeux, péjoratifs. Enfin, vraiment, je comprends que les médecins n'aient pas envie de le faire. Envoyez-nous les patients, nous, encore une fois, on s'en occupe. Voilà. Je vais aller très vite sur la dernière diapositive parce que comme personne ne connaît les lois, personne ne sait qu'en 2002, nos magistrats qui vont si mal ont ouvert un boulevard pour protéger la santé des salariés, puisqu'ils, vous le voyez, ils l'ont bien dit, il faut adapter le travail à l'homme. C'est ce que dit la loi et pas l'inverse. Et donc, tous les stages qu'on vous propose pour supporter la violence à l'accueil sont des stages qui sont en fait illégaux. Ce n'est pas ce que demande le magistrat. Et quand je vous parlais de faire bouger votre curseur interne, dans les cas de suicide, par exemple, le psychiatre va dire « mais il avait des antécédents ». Oui, le magistrat, il s'en fout. S'il s'est passé quelque chose sur le lieu de travail qui a aggravé l'état préexistant, c'est un accident du travail, c'est une faute inexcusable. Donc, ce curseur intérieur, il est important de le faire bouger parce que c'est comme ça qu'on arrive effectivement à faire bouger la situation pour nos patients. Donc, vous voyez, il faut connaître les maladies du travail, il faut connaître ses droits, les acteurs de prévention dans l'entreprise, puis surtout, il ne faut pas rester seul. Voilà, je vais m'arrêter là. Pendant que vous le savez, je pourrais parler pendant des heures du sujet. On va vous ennuyer au bout d'un moment. Ah non, vous ne nous ennuyez pas du tout, hein, Madame Peuzé, hein. Vous avez vraiment fait une présentation qui nous touche tous, hein. Je pense que grâce à vous et puis à votre dispositif Souffrance et Travail, on se sent plus seul en tout cas, même si on n'est pas forcément à ce jour en souffrance, mais on peut se dire qu'il y a une possibilité d'accompagnement et ça, c'est vraiment formidable. Le temps passe très vite. J'ai quelques questions. Je vais les passer. Je vais vous en donner une ou deux. Une personne dit que c'est un sujet très pertinent qu'il ne faudrait pas passer sous silence. Comment toutefois aider la personne à dépasser la culpabilité que l'on retrouve souvent dans ces cas de souffrance au travail? C'est une très belle question, c'est la question. C'est pour ça que je vous donnais quelques pistes de réponse. Je viens de sortir Prévenir et soigner le burn-out en version poche à 10 € chez First. Justement, il y a tout un chapitre sur comment est-ce qu'on aide la personne en difficulté quand on fait partie de l'entourage ou quand on est un collègue. Vous avez sur le site le guide du primo-écoutant. Vous allez dans les diaporamas, vous le trouverez et vous verrez qu'il y a toute une liste comme ça de trucs pour aborder les personnes, voilà, pour simplement leur dire « je trouve que tu ne vas pas bien en ce moment, ne reste pas tout seul, on peut en parler, j'ai des solutions pour toi », par exemple. Hein. J'ai une autre remarque. Parfois, je remarque que c'est plus l'organisation du travail défaillante qu'une forme de malveillance du management qui provoque la souffrance. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il n'y a pas des pervers partout. Mais je pense que nous sommes dans un pays où traînent des stéréotypes. Le salarié français doit être boosté, doit obéir à ce qu'on lui dit de faire, alors qu'on est 4e en productivité horaire au rang mondial et qu'on continue à nous dire qu'on ne travaille pas assez, que nos écoles de commerce, il n'y a qu'en France que ça existe. Partout ailleurs, les managers sont formés sur le terrain et donc ont un management beaucoup moins punitif. Bien sûr qu'il n'y a pas de malveillance consciente derrière tout ça. Quoique chez France Télécom, il y avait une école qui avait été mise en place par M. Lombard hein, pour faire partir les fameux fonctionnaires. Donc, des fois, ce n'est pas si clair. Non, il y a l'adhésion à des modèles organisationnels. Pascal Molinier parle de l'autonomie morale subjective. Comment est-ce qu'on la construit? Il faut de temps en temps prendre le temps de penser sa vie et son travail. Et pour ça, il faut du temps, il faut faire un pas de côté. Et je crois que les derniers qui peuvent encore accorder de l'espace et du temps, c'est les psys.
Et ce n'est pas pour rien qu'on s'en sert autant et qu'on les sollicite autant. Merci. Et une dernière, est-ce possible de revenir à l'emploi après un burn-out qui a laissé des traces et un arrêt de longue durée? Alors, 80% de nos patients retrouvent du travail, jamais au même endroit, jamais le même travail. Et les 20% restants obtiennent des invalidités de type 2 et quand ils sont cadres et qu'ils ont une prévoyance, ils continuent à toucher leur excellent salaire. Nous avons de très, très bons protocoles. On vous les met en ligne, tout est expliqué. Vous avez des vidéos de nos avocats de droit public et de droit privé qui durent 9 minutes. Allez un petit peu vous renseigner sur notre site. Merci beaucoup, hein, Madame Peuzé. Vous en Voilà, organiser de tels événements. merci à vous. Et puis, donc, les personnes peuvent aller sur votre site pour en savoir plus et prendre contact aussi avec vous Bien sûr, il y a un mail, et on peut l'équipe. nous poser Parfait. des- On a tout, on a tout mis en ligne et voilà, ça sera disponible. Je vous souhaite Merci infiniment. une bonne fin de réunion numérique en espérant qu'un jour, on sera pour de vrai tous ensemble. Tout à fait, avec plaisir, en chair et en os. Exact. Merci, Au revoir. merci. Au revoir. Au revoir.